vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux prestigieux de l'École des Mines pour une de nos conférences. Vous savez que nous tenons ces conférences de manière assez régulière sur les sujets que nous avons étudiés. Et l'industrie américaine est évidemment un sujet intéressant pour nous. La prochaine étude qui va sortir, je voudrais parler sous le contrôle de Thierry, concerne la réduction du coût du travail et son point d'application, bas salaire ou salaire intermédiaire. Vaste débat qui divise les économistes et les politiques, et sur lequel nous aurons certainement l'occasion d'avoir de la controverse, mais nous souhaitons effectivement que cette étude soit l'occasion d'un débat. Voilà, alors donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui, et je vais passer la parole à Jean-Marc Vittori, qui va être le grand ordonnateur de cette soirée. Et là, je vais reprendre ma place de participant à la table ronde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos, et je serai ce soir le modérateur plus que l'ordonnateur. L'industrie américaine, simple rebond ou renaissance, je voudrais commencer par un petit merci, le merci du journaliste. Sur cette question de l'industrie américaine, les débats ont été ces dernières années souvent enflammés. Il y a eu du côté des journalistes, des enthousiastes, des détracteurs. Moi, j'ai plutôt été du côté réservé, ce qui était presque une faute professionnelle en tant qu'éditorialiste. Et là, j'ai enfin la base qui me permet de pouvoir être un peu affirmatif sur la question. Et en même temps, je voudrais vous conseiller de surtout ne pas aller plus loin. J'ai eu en lisant le rapport une réminiscence d'un livre qu'avait écrit Jean-Claude Guilbault, qui s'appelait Voyage vers l'Asie, et où il racontait qu'il était arrivé dans un village en Inde où il avait rencontré un ethnologue français qui lui avait dit « Je vais vous expliquer comment ça va marcher ». Et donc l'ethnologue lui a expliqué, et au bout d'une heure, Guilbault était un peu perdu parce que ça devenait très très compliqué. À ce moment-là, il s'est dit heureusement qu'il n'est là que depuis 10 ans, parce que s'il était là depuis 20 ans, je ne comprendrais plus rien. Donc vous avez beaucoup éclairci, vous avez mis l'accent sur beaucoup de points, et ça fait une idée simple, ce qui pour le journaliste est tout à fait précieux. Donc débat maintenant en deux temps. D'abord, l'auteur, l'un des deux co-auteurs de cette étude va s'exprimer, puis il va être discuté, contesté, remis en cause, complété, complimenté peut-être par des personnes de l'industrie, et puis un deuxième temps du débat avec des experts de tout premier plan qui vont à leur tour discuter de l'étude et de la question qu'il y a derrière. Et à chacun de ces deux temps, il y aura des questions de la salle. Vous pouvez d'ores et déjà les préparer. Donc je donne tout de suite maintenant la parole à Thibaut Bidet-Meyer, qui est chargé d'études à la Fabrique de l'Industrie, qui est donc avec Philippe Froquin, l'un des deux co-auteurs de l'étude. Oui, merci. Donc, comme vous venez de l'expliquer, je vais vous présenter rapidement les principaux messages de la note que vous avez tous dans les mains, qu'on a intitulée « L'industrie américaine, simple rebond ou renaissance ». Simple rebond ou renaissance, c'est vraiment la question centrale qui se pose ici. Et on va essayer au cours de cette soirée de débat de trancher cette question. Mais avant d'en arriver là, on va juste faire un petit détour par les faits, par les chiffres, voilà, pour établir un petit peu le constat de ce qui s'est passé dans l'industrie américaine ces dernières années. Le constat qui s'impose, c'est que l'industrie américaine elle a connu une reprise très vigoureuse depuis la fin de la crise, depuis 2009. On peut le voir de deux manières, donc je ne sais pas si ceux qui sont au fond voient quelque chose. Mais en tout cas, pour ce qui est de la production industrielle, les États-Unis sont sur un rythme de croissance vraiment très important, plus de 25% depuis 2009. Si on compare avec un pays développé comme la France, on est aussi sur une progression, mais qui est beaucoup plus limitée, beaucoup plus lente, de l'ordre de 8%. Donc les États-Unis, c'est la courbe bleue. Pour ce qui est de l'emploi industriel, on est sur des tendances encore plus divergentes, avec les États-Unis qui recommencent à créer de l'emploi dans l'industrie,
il y a plus de 850 000 emplois qui ont été créés depuis la fin de la crise, alors que, on le voit en France, on reste sur une tendance à la baisse de destruction d'emplois de manière assez continue. Donc voilà, cette reprise, l'ampleur de cette reprise aux États-Unis, elle amène certains analystes à déjà anticiper une vraie renaissance industrielle américaine. Mais voilà, avant de trancher cette question, on va revenir sur les différents facteurs explicatifs de la reprise pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il y a de nombreux facteurs qui se conjuguent pour expliquer la reprise américaine. Beaucoup de facteurs, mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ceux qui sont certainement le plus mis en avant, ceux qu'on voit le plus apparaître dans le débat public, c'est certainement ceux qui sont le plus surestimés, qui ont l'impact le plus surestimé. Et là, je pense en particulier à la question du coût du travail et à la question de l'énergie et des gaz de schiste. Sur cet aspect de l'énergie, ce qui est indéniable, c'est que les États-Unis ont connu depuis en gros la moitié des années 2000 une vraie révolution énergétique depuis qu'ils ont mis en exploitation leurs réserves d'énergie non conventionnelle. En particulier sur le gaz de schiste, on voit qu'entre 2006 et 2010, le prix du gaz naturel a été réduit de plus d'un tiers, ce qui est évidemment très enviable quand on voit la progression des coûts de l'énergie dans le reste, dans les restes des pays, dans les restes des régions du globe. Mais malgré cette baisse, finalement, cette baisse a eu simplement un effet très localisé sur certains secteurs, certaines activités qui sont très intensives, gazo-intensives on dit. Je pense particulièrement à des secteurs comme la pétrochimie, la chimie de base, qui sont des secteurs qui utilisent le gaz naturel d'abord comme une source d'énergie, mais aussi et surtout comme une matière première. Donc le gaz naturel, ça représente vraiment une part très importante de leur coût de production, et on comprend comment cette baisse du prix du gaz naturel peut leur bénéficier. Par contre, ce n'est pas le cas de l'industrie américaine dans son ensemble. La plupart des secteurs sont assez peu dépendants de l'énergie, du coût du gaz naturel. Il y a une étude qu'on cite dans la note qui révèle que plus de 90% des emplois manufacturiers aux États-Unis sont situés dans des secteurs dont les dépenses énergétiques représentent moins d'1% des coûts de production. Donc des secteurs qui sont très peu réactifs, très peu dépendants de la variation des coûts de l'énergie. Alors voilà pour le premier aspect. Sur le deuxième, la question du coût du travail, c'est une question qui va nous permettre d'aborder un autre thème qui est très médiatisé en ce moment, c'est le thème des relocalisations. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, encore une fois, les États-Unis ont connu sur les 10-15 dernières années une période de modération salariale très importante, plus importante même que ce qu'on a connu en Allemagne. En parallèle, on a observé dans les pays asiatiques, en particulier la Chine, une montée des salaires, une montée du coût du travail. Et voilà, cette réduction du différentiel de coût entre les États-Unis et les pays asiatiques, ça amène certains analystes, encore une fois, à considérer que les États-Unis sont aujourd'hui un territoire très attractif pour les activités manufacturières, et qu'on va assister à une vague de relocalisation aux États-Unis. Vague de relocalisation, on ne l'a pas encore vu. Il y a beaucoup finalement de grands groupes qui ont joué un petit peu de communication. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce autour du rapatriement de certaines usines, certaines capacités de production. Mais si on regarde l'ampleur au niveau global, au niveau national, finalement, l'ampleur est assez faible. Les études les plus optimistes tablent sur 100 000 créations d'emplois grâce aux relocalisations, ce qui peut paraître important, mais qu'il faut évidemment mettre en regard avec les 850 000 emplois qui ont été créés dans l'ensemble du secteur, ce que je vous disais avant. Donc c'est une part quand même assez faible. Et surtout, ces 100 000 emplois n'ont pas permis de compenser les destructions d'emplois qui sont intervenues en raison des délocalisations sur la même période. Donc en gros, en termes de solde entre les relocalisations et les délocalisations, on est sur des niveaux quasiment nuls. Donc voilà, si on résume, le coût de l'énergie et le coût du travail n'ont pas un impact aussi important qu'espéré. Donc on peut s'interroger sur qu'est-ce qui finalement explique la reprise industrielle aux États-Unis. Et ce qu'on observe, c'est que c'est principalement une dynamique interne qui a alimenté le rebond. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux secteurs qui se sont littéralement effondrés pendant la crise, et qui, depuis que les conditions économiques se sont améliorées, ils ont petit à petit, enfin plutôt très rapidement, comblé leur recul.
Et cet effet de rattrapage, il est particulièrement important dans un secteur comme l'automobile. L'automobile qui, on s'en souvient, en 2008-2009, était vraiment dans une phase très, très compliquée. General Motors, Chrysler ont vraiment frôlé la faillite. Sans le plan de sauvetage mis en place par le gouvernement américain, ils auraient certainement fait faillite aujourd'hui. Mais depuis cette reprise, on peut dire, enfin, on constate que l'industrie automobile à elle seule, elle explique près d'un tiers de la croissance de la production industrielle, ce qui est énorme quoi, pour un seul secteur. Et en plus de ça, c'est un secteur, l'automobile, qui a naturellement un effet d'entraînement très fort sur le reste de l'industrie, sur le reste de l'économie. Et c'est lié au fait que la chaîne de sous-traitance est très longue dans cette industrie. Et quand les constructeurs automobiles vont bien, leurs sous-traitants qui sont spécialisés dans l'électronique, dans les plastiques, dans les caoutchoucs vont bien également. La dernière chose qu'il faut remarquer à ce moment-là, c'est que l'action du pouvoir public, elle a été déterminante. Elle a été déterminante parce que je vous ai parlé du plan de sauvetage des constructeurs automobiles pendant la crise, mais il y a eu aussi la politique monétaire qui a été menée par la Fed depuis 2009 en gros, et qui a permis de desserrer les conditions d'octroi de crédit, de soutenir la demande, et en particulier dans des secteurs comme l'automobile où on sait que les ventes de véhicules se font beaucoup à crédit. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, la question qui se pose, c'est finalement de savoir si le rebond qu'on observe depuis quelques années aux États-Unis, il va se poursuivre, si on va pouvoir continuer cette dynamique, si on est simplement justement à la première étape d'une vraie renaissance industrielle, ou alors au contraire si ces effets de rattrapage que je viens de vous décrire vont petit à petit s'essouffler et qu'il n'y a plus grand chose à attendre de cette reprise américaine. Pour résumer, il y a deux craintes et un espoir pour l'industrie américaine. Le premier signe d'inquiétude, c'est le fait que pour l'instant, on n'observe pas d'amélioration de la compétitivité des États-Unis. Ça se retrouve très facilement dans les chiffres du commerce international. Le déficit commercial des États-Unis qui n'a cessé de se dégrader depuis la fin de la crise. On est aujourd'hui sur des niveaux quasiment historiquement faibles. On est à près de plus de 550 milliards de dollars de déficit rien que pour l'industrie. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que c'est une situation qu'on observe pour quasiment l'ensemble des secteurs. Quasiment tous les secteurs industriels américains qui présentent un déficit commercial et qui en plus s'aggrave sur les 4 dernières années. Donc ce qui est évidemment très particulier. Le deuxième signe d'inquiétude qu'il pourrait y avoir, la deuxième crainte, c'est le fait que cette reprise industrielle, elle ne s'accompagne pas d'une reprise proportionnelle de l'emploi. Je vous ai dit qu'il y avait 850 000 emplois qui avaient été créés dans l'industrie depuis la fin de la crise. C'est évidemment très important. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en parallèle avec les 2 millions d'emplois qui ont été détruits en 2008 et 2009. Et encore une fois, si on désagrège secteur par secteur, vous avez en bleu les destructions d'emplois qui sont intervenues pendant la crise et en rouge les créations d'emplois qui sont intervenues depuis. Et on voit que sur tous les secteurs, il n'y en a aucun qui a retrouvé le niveau d'emploi d'avant-crise. Et si on regarde même plus précisément, la quatrième barre en partant de la gauche, c'est le secteur du numérique, des technologies de l'information et de la communication, qui a détruit des postes pendant la crise, comme tous les autres secteurs, mais qui surtout continue à en détruire depuis la reprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis 15 ans, même si dans ce secteur, il y a une progression de la production. C'est une activité qui est qui produit très peu d'emplois. Et ce point-là, justement, sur l'industrie du numérique, ça m'amène au dernier point que je voulais aborder, et je vais conclure avec ça. C'est finalement ce positionnement des États-Unis sur le numérique, sur les technologies de l'information et communication. Ça représente un atout considérable pour eux, parce que c'est un secteur sur lequel ils ont une véritable avance sur les autres. Ils ont une capacité d'innovation supérieure, ils ont des écosystèmes qui sont très performants là-dedans. Et toutes ces technologies, le cloud, le big data, l'Internet des objets, c'est des technologies qui vont révolutionner les activités industrielles, qui vont révolutionner les business models. Et le fait que, on voit qu'en 2015, les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, ils ont une capitalisation boursière de 1500 milliards de dollars. C'est c'est un niveau comparable à l'ensemble des capitalisations boursières des entreprises du CAC 40, ça montre à quel point les entreprises
voilà, les États-Unis sont bien positionnés sur ce secteur d'avenir et qui va permettre certainement à l'industrie américaine de... Voilà, ça va être un atout considérable pour l'industrie américaine. Merci Thibaut de cette présentation extrêmement synthétique. Donc pas la faute au salaire, pas la faute au prix de l'énergie, mais plutôt grâce donc, à la technologie et aussi à la politique économique. Donc deux réactions maintenant de gens de l'industrie. On va commencer avec vous, Clara Gaimard. Donc, vous présidez General Electric France, vous êtes vice-présidente de GE International. Vous présidez aussi l'AmCham, l'American Chamber of Commerce. Et donc, GE est une entreprise qui est implantée dans beaucoup de pays, une entreprise américaine. Vous travaillez évidemment beaucoup en France et vous essayez de travailler davantage. Par rapport donc au diagnostic que portent Thibaut et Philippe sur l'industrie américaine, vous, comment est-ce que vous sentez cette reprise, cette renaissance, ce rebond? Comment la qualifieriez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Louis Gallois. Je savais que Louis Gallois était un homme d'une extrême élégance, mais c'est aussi un très grand dessinateur qui a écrit en gras mon nom pour que vous soyez sûr de pouvoir le lire. Donc je le remercie de cette délicatesse. Et puis je remercie la Fabrique de l'Industrie de me donner l'occasion de dire deux mots sur cette étude qui est excellente, qui vient à point nommé. Et qui dit l'essentiel. Et je félicite Thibaut Bidet-Mayer et Philippe Frocrin pour cette étude qui est tout à fait remarquable. J'ai eu l'occasion de commenter sur les ondes il n'y a pas très longtemps. Vous dites qu'il y a des craintes. Je pense que les Américains n'en ont pas. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Les Américains voient bien qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément parfaitement, mais ils se disent qu'ils sont sur le bon chemin. Alors les raisons, la première, c'est celle que vous les avez citées, mais je voudrais juste les reprendre. L'énergie. L'énergie, quand même, le prix à la pompe qui est à 2 $, ça aide l'économie, ça aide pas simplement le secteur de l'énergie, mais ça diminue les coûts du consommateur qui est extrêmement endetté, ça permet de mieux vivre et ça permet à l'industrie de payer moins la pompe. Ça a un risque qui est en train de se produire aujourd'hui, qui est lié à la baisse du prix du pétrole, qui est que tous les investissements dans le pétrole et dans le gaz de schiste se sont arrêtés aux États-Unis. Les Américains savent réagir extrêmement rapidement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une commande qui se passe, tous les chantiers sont arrêtés. Est-ce que ça va avoir un impact sur la croissance? Difficile à dire, mais il faut quand même le souligner. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'aéronautique, et je ne peux pas ne pas en parler devant Louis Gallois, en plein moment où on a le salon du Bourget. C'est un secteur qui normalement est cyclique et qui en ce moment ne l'est pas. Ça fait presque 10 ans maintenant que le secteur aéronautique est en pleine croissance. Chaque année, enfin tous les 2 ans au Bourget, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'il y aura un retournement de cycle. Personne ne voit ce retournement de cycle. Ça s'explique aussi par le fait que vous avez 1 milliard d'habitants de la planète qui, d'ici 2020, vont prendre l'avion pour la première fois. Donc vous avez tous les pays émergents et les compagnies aériennes de ces pays émergents qui s'équipent. Et puis aussi les compagnies aériennes des pays développés qui sont dans des fins de cycle d'avions, qui sont en train de racheter des avions qui sont plus performants avec des coûts d'utilisation et notamment du coût du pétrole qui sont moins élevés. Donc si vous voulez aller retrouver le moral, venez vendredi et samedi au Bourget. Vous verrez une industrie qui est dynamique et florissante, pas simplement aux États-Unis, mais aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Le deuxième... Le dernier sujet qui est rarement évoqué, mais qui me semble très important, c'est le fait que les dépenses de santé diminuent aux États-Unis. C'est une première, mais elles diminuent sensiblement.
essentiellement par réorganisation, aussi par les mesures gouvernementales qui ont été prises. Mais cette espèce de course infernale qui existait aux États-Unis. Les États-Unis ont un coût de la santé qui est le plus élevé au monde par rapport au PIB, je crois que c'est 17%, est aujourd'hui stoppé et pour la première fois, les dépenses de santé diminuent. Mais la vraie raison du rebond de l'industrie américaine, c'est que ce n'est pas un rebond, c'est une transformation. Et c'est une transformation profonde. On parle beaucoup des GAFA, mais aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est que le numérique, le digital, rentre dans l'industrie. C'est tout ce qu'on appelle l'Internet industriel. Vous connaissez l'Internet des objets, le machine-to-machine. Bon, moi, j'ai une montre connectée française qui s'appelle WeThings, mais aux États-Unis, mais vous avez aussi l'Apple Watch. Enfin bon, tout ce qui concerne les objets connectés. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est que l'industrie est totalement transformée par le digital. On peut en prendre plusieurs exemples. Dans l'industrie aéronautique, General Electric fabrique des moteurs d'avion. Ça fait longtemps qu'évidemment on analyse nos moteurs d'avion, mais là, avec les capteurs qu'on peut avoir, selon la température, selon la vitesse à laquelle on va, selon l'altitude, on peut non seulement évidemment savoir la consommation du moteur, évidemment conseiller le pilote de piloter de façon la plus économe possible, mais surtout on comprend l'usure des pièces et les pièces disent entre guillemets elles-mêmes quand elles ont besoin d'être réparées. Ça change d'abord évidemment les rendez-vous de maintenance, ça change aussi la façon dont on va fabriquer ces pièces, et vous ajoutez la big data plus l'imprimante 3D, on arrive à des économies de production qui sont considérables pour certaines pièces. Juste un exemple, on avait les moteurs d'avion qu'on vendait au Moyen-Orient et en Chine avaient des efficacités qui étaient moins grandes que les autres et avec plus de problèmes. Donc grâce au big data, on a compris qu'au Moyen-Orient, le sable était extrêmement fin et pénétrait dans les moteurs, qu'en Chine, c'était la pollution. On a vendu et mis dans nos contrats aux opérateurs, aux compagnies aériennes, le fait qu'il fallait qu'elles lavent les moteurs. Donc on a vendu des machines qui lavent les moteurs. Sans le big data, sans cette capacité de capter pendant le vol les moteurs d'avion, on n'aurait pas pu le faire. Cette transformation industrielle, je pourrais prendre de multiples exemples, mais j'en ai pas le temps, elle rend complètement... c'est vraiment la nouvelle révolution industrielle, puisque elle permet de changer non seulement la chaîne de production, mais aussi les produits eux-mêmes, et aussi la chaîne de valeur qui va de la production jusqu'au service et jusqu'à la maintenance, puisque cet ensemble de big data permet d'avoir une connaissance intrinsèque de tout le circuit d'utilisation d'un produit, et donc de revenir très vite à la fabrication et d'en changer les modes d'information. Dernier point que je voulais souligner, c'est que aux États-Unis, contrairement à l'Europe, c'est un système économique qui a su faire émerger des nouveaux acteurs. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, ceux qui tirent la croissance, ce ne sont pas les entreprises du CAC 40 ou les entreprises allemandes qui sont toutes nées post-guerre. Nous avons très peu d'acteurs majeurs qui soient nés ces 10 dernières années. Alors, on peut citer Criteo, mais sinon tous les autres, même les Capgemini et autres, sont des entreprises qui sont installées dans le paysage français depuis longtemps. Aujourd'hui, vous prenez les GAFA, vous prenez Twitter, ce sont des entreprises qui ont à peine 10 ans. La question qu'on peut se poser et qui est un risque, c'est le fait que dans le domaine de la big data, c'est comme la chanson d'ABBA, c'est « the winner takes it all ». Donc la compétition devient extrêmement difficile. Qui peut contrer Google? Qui peut devenir un compétiteur de Facebook? C'est un sujet qui aujourd'hui émerge, qui est
est-ce que finalement il y a des nouvelles formes de monopole qui se créent qui vont limiter la compétition. Et pour terminer, ce que je voulais simplement dire, c'est que la question du dynamisme américain, c'est une transformation, c'est une renaissance, certes. On peut se poser la question effectivement des emplois, de ce qu'il va y avoir des stagnations, mais c'est vraiment reparti. Pour plein de raisons. La première, c'est que des systèmes de financement existent. L'écosystème est extrêmement puissant. Nous-mêmes, nous avons, chez General Electric, créé l'Internet industriel il y a 4 ans, en se mettant dans la Silicon Valley, en recrutant le numéro 2 de Cisco, qui s'appelle Bill Hu, et qui est justement à Paris aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous quitter vite, puisqu'on a rendez-vous avec Emmanuel Macron ce soir avec lui. Et on était parti il y a 4 ans. L'idée, c'était de créer un pôle avec une centaine de personnes. Il y a 1500 personnes aujourd'hui qui travaillent sur une plateforme Predix qui permet de faire des applications industrielles et de les vendre à nos clients. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, la relocalisation. Nous relocalisons des entreprises comme des lave-vaisselle, tout simplement parce qu'on y met des puces et que ça rend possible de payer des salaires plus élevés. Et puis l'élément, on le dit très souvent, hein, c'est l'état d'esprit. On parle souvent de la culture d'échec, de la capacité d'échouer, enfin, que l'échec est un apprentissage aux États-Unis. Je pense que c'est surtout la capacité de se remettre en cause. Mais je voudrais souligner un dernier point qu'on oublie souvent de dire et que tous ceux qui sont allés dans la Silicon Valley ressentent, c'est que quelqu'un qui réussit n'est pas quelqu'un qui vous prend une part du gâteau. Aider quelqu'un qui réussit, ça veut dire qu'on va réussir soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une très forte compétition, mais c'est une compétition qui est sous forme d'émulation et non pas sous forme d'adversaire. C'est ce qui fait cette dynamique, qui fait qu'on peut penser que les États-Unis seront un acteur industriel pour longtemps et avec la Chine, je crois, et j'espère avec l'Europe, si l'Europe arrive à se réformer, restera un des acteurs majeurs. Merci Clara. Louis Gallois maintenant. Alors vous n'allez pas parler cette fois-ci en tant que président de la Fabrique de l'Industrie, on oublie, pas ou peu en tant que président du conseil de surveillance de PSA, puisque PSA est pas vraiment présent aux États-Unis, même si en concurrence avec des constructeurs américains dans d'autres marchés importants. Vous n'êtes pas non plus ici président de la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, même si c'est une activité qui est aussi importante et qui vous prend du temps. Mais vous avez parlé en tant qu'ex-PDG de ADS, devenu depuis 2014 Airbus Group. Vous avez pris la décision d'implanter une usine en Alabama, qui était la 4e du groupe après Toulouse, Hambourg et Tianjin. Alors quand on tape sur Google Gallois, usine Airbus Alabama, la première occurrence c'est EADS délocalisé Airbus aux Américains, Airbus full camp au pays du goulag Levant. Voilà ce que vous avez fait. Alors ensuite, il y a des articles plus... C'est plutôt couchant, parce que je croyais que les États-Unis étaient à l'ouest. Oui, mais le goulag Levant, ça ne fait que commencer. Et donc, voilà, c'est donc l'auteur de ce forfait que je voudrais entendre maintenant. Donc, rebond, renaissance, transformation, quel est votre qualificatif à vous? Je voudrais partir de la fin de l'intervention de Clara Guémard pour dire que moi, ce qui m'a frappé en regardant les courbes que nos auteurs ont mises dans le livre, c'est l'extraordinaire rapidité avec laquelle les choses se passent. Les États-Unis détruisent de l'emploi et créent de l'emploi à une vitesse incroyable. Et c'est dû évidemment à des éléments qu'on connaît, de flexibilité bien connue de l'industrie, que l'on peut d'ailleurs considérer comme excessive dans certains cas, mais qui existent. C'est surtout dû au fait, je pense, et j'en tire cette conclusion pour la France, qu'il y a aux États-Unis un niveau de confiance extraordinaire dans les capacités de ce pays. C'est-à-dire que ce pays croit en lui-même. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, et les Américains croient en eux-mêmes. Moi, ça m'a toujours frappé. Ils ont, même dans l'échec, même dans les difficultés, ils savent que ça va rebondir et ils savent que ça va repartir. Et
je dois dire que le parallèle avec la sinistrose française, l'autoflagellation dont nous sommes capables en France et à l'extérieur me fascine assez. Parce que je sais qu'il y a là peut-être la cause, une des causes les plus profondes de nos difficultés économiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la confiance dans le pays et en soi-même, il n'y a pas d'économie dynamique. Et je pense que c'est une leçon essentielle que nous donnent les Américains. Bon, je reviens maintenant au livre. Je voudrais faire trois remarques, peut-être quatre même. La première, c'est de dire, je reprends la thèse des auteurs, qui est de dire que c'est la demande interne qui a permis la relance de l'industrie américaine. Et l'exemple de l'automobile est parfaitement pertinent pour cela. Alors on se dit, pourquoi pas faire la relance en France de la même manière? Il n'y a qu'à relancer la demande. Nos amis frondeurs demandent ça depuis 2 ans. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Et comme j'ai fait un rapport où j'ai dit l'inverse, où j'ai pensé qu'il fallait parler de l'offre, je me suis senti interpellé par cela. Mais je continue et je persévère dans mes convictions. J'allais dire dans mon erreur, j'espère que non, dans mes convictions, parce que je constate que la reprise de la demande en France, la consommation est réelle, mais que cette reprise de la consommation se traduit, comme je le pensais, par une croissance extrêmement forte de nos importations. C'est-à-dire que notre appareil industriel actuellement ne répond pas à la demande telle qu'elle s'exprime. Et donc on ne peut pas en tirer... Je ne dis pas qu'il ne faut pas de demande, je dis seulement qu'une intervention sur la demande qui ne serait pas accompagnée et probablement avec une certaine anticipation d'une action forte sur l'offre se traduira par une flambée de croissance, évidemment, parce que les chiffres seront là, mais se traduira surtout par une flambée d'importation qui nous amènera à nouveau à serrer la vis. Donc, je pense qu'il faut être conscient que le parallélisme n'est pas total entre les États-Unis et l'Europe sur ce point. Nous ne pouvons pas nous payer le déficit commercial abyssal des États-Unis parce que, pour des raisons que nous connaissons, c'est que les États-Unis ont le dollar et que nous avons une monnaie qui n'est pas une monnaie de réserve, donc qui n'est pas acceptée comme une dette perpétuelle, une sorte de dette perpétuelle. Et donc, nous devons nous préoccuper de l'impact de ce que nous faisons sur la demande. Alors, trois remarques maintenant plus précisément sur les travaux. Encore une fois, j'ai trouvé cette étude excellente et moi, je me suis... en plus, j'ajoute que je la trouve très bien écrite, ce qui n'est pas rien, parce que ce genre de travaux, quand ça fait plus de 50 pages, si c'est illisible, les gens ne vont pas au bout. J'ai trouvé que c'était bien écrit, je tiens à le dire aux auteurs, et puis je trouve qu'en plus, ils ont adopté une thèse, ils la défendent remarquablement, et encore une fois, je pense que c'est un très bon travail. Je ne le dis pas comme président de la fabrique, puisque je ne parle pas comme président de la fabrique, donc je parle comme un honnête citoyen. Je voudrais dire trois choses. Premièrement, relocalisation n'est peut-être pas le terme qu'il faut adopter. Il faudrait regarder quelle est la masse des investissements étrangers industriels aux États-Unis. Et là, je pense qu'on aurait des chiffres qui seraient intéressants. Il y a actuellement une vague d'investissements industriels aux États-Unis, de la part d'étrangers. Vous citiez Airbus. J'ai été au conseil de Michelin. Michelin investit lourdement aux États-Unis actuellement. Il y a j'aurais souhaité qu'il y ait le chiffre des investissements étrangers aux États-Unis dans le domaine industriel. Je pense qu'il est intéressant et qu'il montre que c'est peut-être pas... Clara a donné des exemples inverses, donc je ne veux pas aller contre ça. Complémentaire. Mais je ne voudrais pas dire que c'est de la relocalisation, là, c'est de l'implantation. Alors, Airbus s'est installé dans l'Alabama, non pas parce que c'est moins cher de produire aux États-Unis qu'en Europe, mais parce qu'on sait que dans le marché des avions, si on ne produit pas aux États-Unis, on sait que notre part de marché est plafonnée. On sait qu'on avait 20% du marché américain, alors qu'on avait plus de 50% du reste du marché mondial.
on savait qu'on ne pourrait pas pénétrer le marché américain au-delà de ce seuil de 20 à 22, 23% si on ne devenait pas constructeur américain. C'est ce qui nous a conduit à installer une usine à l'Alabama. Je dois dire aussi que l'Alabama est un État très accueillant. Manifestement, la Commission de Bruxelles n'intervient pas sur les aides dont peuvent bénéficier les industriels dans l'Alabama. Je peux vous dire que c'est extrêmement... ce sont des gens tout à fait accueillants. Et donc, ces éléments nous ont conduit à ça dans l'Alabama. J'ajoute quand même l'Alabama aussi est une partie des États-Unis où les salaires sont un peu plus bas. Et c'est des non-unionized, c'est-à-dire que les syndicats n'y sont pas obligatoires comme dans le nord des États-Unis. Alors évidemment, c'est pas très glorieux, surtout quand je vois M. Gillier devant moi. Là, j'ai quelques complexes là-dedans, mais enfin, c'est ce qui explique les investissements dans le sud des États-Unis. Ça, c'est ma première remarque. La seconde remarque, c'est qu'on ne peut pas prendre les États-Unis dans ses frontières actuelles. Je crois qu'il faut y ajouter le Mexique. Lorsque l'on parle des implantations industrielles et de la dynamique industrielle des États-Unis, le Mexique est devenu l'arrière-cour de l'industrie américaine. Ils sont dans la même zone, ils sont dans la zone de libre-échange. Le Mexique, c'est une main-d'œuvre bien formée et infiniment moins chère qu'aux États-Unis. Alors là, il y a un élément d'attraction, et la construction automobile, en particulier, est très fortement implantée au Mexique. Donc je pense qu'il faut considérer l'ensemble États-Unis-Mexique, peut-être d'ailleurs Canada, comme un seul pôle créé à travers cette zone de libre-échange qu'on appelle l'ALENA. Le troisième élément, et vous avez insisté, Clara, beaucoup là-dessus, c'est le numérique. Et j'allais dire plus globalement les KETS, les Key Enabling Technologies. Je pense que les Américains, dans ce domaine, grâce à leur formidable recherche, et à leur capacité de financement des startups et de la croissance des entreprises, la profondeur du marché américain en matière de capital risque, de capital développement est incomparable par rapport au marché européen. Ces éléments font que dans le domaine des KETS et du numérique, les Américains prennent des positions extrêmement fortes. Deuxième élément, ce ne sont peut-être pas des implantations industrielles aux États-Unis, mais les opérateurs Internet américains sont en train de se mettre en position de maîtriser, de contrôler la chaîne de valeur de l'industrie mondiale, à l'exception de la Chine. Et il y a une bataille, alors là, je l'ai dans l'automobile comme ailleurs, pour savoir si l'interface client sera assurée par les constructeurs automobiles, la relation avec le client, ou si ça va être des opérateurs Internet qui vont se mettre entre les constructeurs et les clients, de telle manière que le constructeur deviendra un fabricant de commodités, une sorte de sous-traitant qui fournit les biens à celui qui maîtrise la relation client, c'est-à-dire celui qui maîtrise la marge. On a ça dans l'automobile. Il y a une bataille très intéressante actuellement sur la cartographie de Nokia. La seule cartographie vraiment développée hors Chine, concurrente de celle de Google, c'est la cartographie de Nokia, et qui est pour l'automobile. Et il y a une bataille. Google veut acheter cette cartographie. Et en face, l'industrie allemande, avec les Chinois d'ailleurs, ou en concurrence avec les Chinois, c'est pas encore bien, propose aux autres constructeurs automobiles de s'associer à eux pour racheter cette cartographie de Nokia, de telle manière que ça ne soit pas maîtrisé par Google, mais que ça puisse être maîtrisé par les constructeurs automobiles. Je pense que cette bataille est vraiment très intéressante parce qu'elle est très symbolique de la situation dans laquelle nous sommes. Et troisième élément que je voudrais dire, là aussi, Clara l'a abordé, l'a effleuré très gentiment, elle ne l'a pas dit pour m'en laisser dire, mais on ne peut plus définir l'industrie comme industrie manufacturière. La limite, la frontière est brouillée avec les services par Internet. Et il est clair que le développement des emplois dans le domaine Internet aux États-Unis
devraient commencer à être considérés comme des emplois, développement d'emplois industriels. Et moi, je ne veux pas que, lorsqu'on parle d'industrie, à la fabrique de l'industrie, je reprends ma casquette de président de la fabrique de l'industrie, nous restions les défenseurs ultimes d'une industrie manufacturière. Je pense que le numérique est une industrie au même titre que les autres, et que, même si elle a des caractéristiques propres, évidemment, et que les Américains vont avoir dans ce domaine une place absolument première que l'on voit émerger. Et si nous n'avons pas constaté encore, si les économistes se posent toujours la question de savoir pourquoi Internet n'a pas déclenché de gain de productivité, puisque on constate qu'il n'y a pas de gain de productivité dû à Internet, je pense qu'il y a deux thèses. La première, c'est que Internet ne produira pas de gain de productivité, puisqu'il n'en a pas produit jusqu'à présent. Moi, je suis défenseur d'une deuxième thèse, c'est que nous sommes juste à l'orée de la révolution Internet, et que Internet va déployer ses gains de productivité dans les prochaines années, et il le fera avec beaucoup de force. Et nous aurons d'ailleurs à gérer, sur le plan de l'emploi, la transition entre l'économie actuelle et une économie numérique, beaucoup plus numérisée. Et ça sera d'ailleurs l'objet, je vous le signale, des journées je pense à Aix-en-Provence, la journée économique du cercle des économistes, et je pense que ce thème sera un thème très intéressant. Merci. Nous avons maintenant un petit quart d'heure de questions-réponses. Il y a des thèmes qui seront abordés plus spécifiquement dans la deuxième partie, celle qui porte sur le rôle de la demande, ce qui porte aussi sur les questions de mesure, industrie, service. Donc gardez ces questions plutôt pour la deuxième partie, mais si vous voulez poser des questions, mais ça ne pose aucun problème, mais si vous voulez poser des questions sur tout autre sujet concernant rebond, renaissance, transformation, vous n'avez pas donné de qualificatif, je remarque au passage. Merci de lever la main, de vous présenter et d'être concis. Dynamisme, dit Louis. Oui. Oui, bonsoir, Xavier Ducolombier du groupe Solvay. Merci encore pour cette étude d'autant plus intéressante que ces questions d'énergie, nous les suivons de très près dans notre groupe. L'étude est très intéressante. J'aimerais tout de même revenir sur un point qu'a abordé Clara Guémard et que Louis Gallois a aussi abordé quand il a souligné la rapidité des phénomènes aux États-Unis. Il s'est tout de même passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la capacité, la rapidité avec laquelle une industrie qui n'allait plus très bien aux États-Unis, qui est la chimie au sens général, pétrochimie, mais aussi la chimie de Laval, s'est redressée de façon aussi spectaculaire, et nous le pensons durable, parce que les investissements ne font pas des allers-retours comme ça, et que quand les mouvements ont eu lieu, ils y sont pour longtemps. Et la chimie est une industrie qui reste très capitalistique et intensive en énergie. Et alors, un autre élément dessus, c'est que le poids qu'avait cette industrie au sens large et qu'elle a aujourd'hui dans le PIB américain ne permet pas trop de mettre en face juste l'ensemble des autres secteurs pour lesquels l'énergie ne pèserait que 1% des coûts de production. Alors ensuite, il y a un deuxième facteur, Louis Gallois parlait des confiance. Imaginez en France que le coût de l'énergie, le prix à la pompe, mais chute et atteigne des niveaux ou du gaz à la maison, de l'électricité, de ceux auxquels ils sont arrivés aux États-Unis. Vous imaginez bien qu'en termes de facteurs de confiance et de relance à la demande, c'est très important. Donc cet élément-là, nous apprécions l'approche paradoxale pour remettre les choses en perspective, c'est très intéressant, comme par rapport à ces éléments-là, à tempérer. Merci. Merci de ce commentaire. Louis ? Il y a un paradoxe. C'est que, normalement, dans l'économie Adam Smith,
et avantages comparatifs. À partir du moment où l'énergie est beaucoup plus basse aux États-Unis, évidemment, le coût de l'énergie, l'industrie va aux États-Unis. Mais il devrait y avoir un deuxième facteur, c'est qu'il devrait y avoir une certaine unification du prix de l'énergie. Parce que vendre son énergie à un prix X aux États-Unis ou à 3X en Europe devrait permettre d'assurer le transfert d'une partie de cette rente énergétique des États-Unis vers l'Europe. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'il y a une réglementation qui interdit les Américains d'exporter l'énergie brute. Donc c'est bien un aspect réglementaire qui explique assez largement le fait qu'il y a deux marchés de l'énergie qui cohabitent sans fusion et sans effet d'équilibrage. Autre question? Là-bas, un peu. Sur l'histoire du gaz américain, il y a aussi eu une difficulté à obtenir des autorisations pour convertir des terminaux d'exportation. Donc on est vraiment dans la politique et de la réglementation. Oui. Oui, Philippe Charnès, Total. Non, simplement pour dire que vous avez dit, madame, que les investissements s'étaient arrêtés aux États-Unis. Ça n'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire que l'activité a été à peu près diminuée par 2 et les investissements dans le non conventionnel depuis octobre 2014 ont diminué de 40%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont un portefeuille de puits d'environ 110 000 puits qui est extrêmement résistant par rapport même aux investissements qui ont diminué de moitié. Et donc, certes, il y a un déclin de la croissance, mais la production de gaz et de pétrole américain, selon nos estimations, continuera de croître et ne pourrait diminuer qu'à l'horizon fin 2016 si les investissements continuent encore à diminuer de façon sensible. Je vous remercie de cette précision, mais quand je disais que ça s'est arrêté, pour moi, s'arrêter 50%, c'est vraiment une baisse très très brutale. Hein, donc merci de cette précision. Oui, mais simplement, c'est que cette baisse brutale des investissements n'a pas d'impact sur la production que l'on aurait pu, enfin qu'on annonçait, parce qu'effectivement, il y a des puits qui continuent à produire avec des queues de production très longues. Et donc, effectivement, il y a un ralentissement de la croissance, mais la production et de gaz et de pétrole sera nettement supérieure fin 2016 qu'elle était fin 2015. Vous avez raison de préciser ça, surtout que ça vient, cette baisse brutale du prix du pétrole, vient à un moment où il y avait énormément de projets d'investissement. Tout le monde avait des projets d'investissement partout dans le monde. Donc vous avez raison de préciser ça. Question suivante, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous filmer, me dit-on, et prendre le micro pour qu'on puisse vous entendre. Dominique Végel, ex-professeur à l'Université de Paris, et conférencier à l'École centrale et l'École polytechnique. Alors, je voulais remarquer une chose et demander à Mme Guémard de nous préciser si j'ai bien compris ou pas. On nous annonce une révolution dans l'aérospatiale, une révolution totale au point de vue technologique. On a eu les avions en toile renforcée en bambou, celui que pilotait mon parrain pendant la guerre de 14. 20 ou 30 ans après, on a eu les avions en alliage d'aluminium. Et depuis une trentaine d'années, nous avons les avions en matériaux composites. Voilà. Et je pense qu'on n'a rien vu encore parce que on nous annonce, et je vous demande de me préciser si c'est vrai, les réacteurs d'avion avec les aubes en composite. Qui seraient, ils sont déjà fabriqués et vendus. Voilà. Si je me permets sur ce point, les aubes de la soufflante sont en composite. C'est ça. Et actuellement, les aubes de turbine vont être en céramique. Et ce sont des céramiques très, très pointues qui ne sont pas encore totalement en point, mais sur lesquelles travaille en particulier Safran General Electric. C'est ça. Le nouveau moteur qui s'appelle le Lipix. D'accord, très bien. Et alors ça va vraiment révolutionner au point de vue prix, ça va diviser les prix. Ça améliore la performance, ça améliore le coût de l'énergie, enfin l'utilisation du carburant. Ça rend l'avion plus léger, plus silencieux, enfin tout, quoi. Voilà. On me dit que les compagnies
viennent pleurer auprès des constructeurs, tellement elles sont convaincues que celles qui, dans quelques années, n'auront pas ces moteurs, vont faire faillite. C'est une excellente affaire pour General Electric et Safran, comme ça va faire du renouvellement d'avions, de moteurs. Je me réjouis, un peu jaloux. Si. Enfin, Et donc ça se fait aux États-Unis, mais aussi en Europe. bien sûr. Les avions sont aussi en composite et tout Oui, ça, les avions des sont en céramiques, composite, et tout ça. Il faudra tout changer, à la fois les avions, les moteurs, tout ça. Bien. Question, réaction suivante, commentaire. Également les titanes pour la partie chaude des turbos. C'est la même technologie. Et on l'a fait en Europe. Bien, nous sommes donc à l'école des mines, mais un débat sur l'industrie américaine, rebond ou renaissance. Merci. Question suivante, madame. Bonsoir, Geneviève Boucher. Vous avez évoqué un point qui était très important et qui était la difficulté que nous avions à faire le modèle bien connu de la relance par la demande parce que ça fait de l'importation. Et en fait, est-ce que le fait que la zone Europe n'est pas encore bien fabriquée, parce que par exemple nos importations, quand on mange des fraises espagnoles, c'est de l'importation. Donc, alors qu'en fait, ça nous va bien. Et à différents autres endroits de l'exposé, j'ai eu l'impression que, encore une fois, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, c'est la lenteur avec laquelle l'Europe se structure qui pourrait être mise en cause. Je voulais savoir si vous aviez un point de vue. Louis, Thibault. Tout simplement sur la relance de la demande, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que la politique qui a été menée par la Fed, elle a permis de relancer la consommation de manière très rapide, de relancer l'investissement. Et la différence qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, évidemment, c'est que la France, elle n'a pas la main sur sa politique monétaire. Et évidemment, la réaction plus tardive de la BCE, elle a certainement expliqué que la consommation française ne soit pas repartie aussi rapidement. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je crois qu'on peut dire aussi que si on regarde ce qui s'est passé en 2008, la baisse a été beaucoup plus brutale aux États-Unis et en Angleterre qu'en France, ou même qu'en Allemagne. La France est un pays qui est resté assez stable en termes de consommation. Et on peut voir qu'à travers toutes les crises, c'est toujours un peu la même chose qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a un réajustement très brutal qui se fait aux États-Unis et en Angleterre, avec un redressement qui repart beaucoup plus rapidement qu'en France. Donc, mais pour répondre à votre question sur l'Europe, vous avez raison. Si on prend, Louis a évoqué la question de la réglementation énergétique. Ce qui est vrai, c'est que quand vous avez des politiques aussi disparates que la politique allemande ou que la politique française, pour ne citer que ces deux-là, en matière énergétique, vous avez du mal à avoir un marché qui soit coordonné et qui ait du sens. Ça, c'est exact. La deuxième chose, c'est que effectivement, la lenteur, pas simplement d'ailleurs des décisions européennes, mais la lenteur à l'intérieur des pays de réforme, et le nôtre en est sans doute un des champions du monde, la lenteur des réformes, même si elles vont dans le bon sens, est un élément de frein considérable à la croissance. Louis a aussi évoqué le fait qu'il y avait une question du dollar qui permettait une souplesse aux États-Unis qui n'existe pas en France, en Europe. Nous, les Américains peuvent avoir la dette qu'ils veulent. Non, mais je voudrais seulement pas rebondir, surenchérir sur Clara. Je pense qu'on minore. Il y a un petit bouquin que Poitrinal a fait sur le temps et qui me paraît absolument excellent parce que on minore non seulement l'effet du temps sur l'impact des réformes, mais sur le moral des gens. Quand on annonce une réforme et qu'on s'aperçoit que les décrets d'application paraissent 8 mois, 10 mois, parfois 1 an après la dite réforme, alors on a le coût politique... C'est rapide, là. Un an, c'est rapide. Oui. Non, sur un certain nombre de points, c'est... On a le coût politique de la réforme et on en voit les avantages que 2 ou 3 ans après. Je pense que comme le CICE, alors
Exemple ça a été voulu. Les CICE, c'était voulu. C'était voulu. Donc, c'est pas forcément un bon exemple. Tu as raison. Mais ça a été voulu, mais le fait est que le CICE a été décidé le 6 novembre 2012 et qu'il a commencé à être effectif aux entreprises en septembre 2014. Hein, donc, on a vraiment des délais maximum et ça nuit à l'impact des réformes, c'est évident. Dernière question sur cette première partie, monsieur André Goron. Oui, bonjour. Oui, non, je voudrais rebondir sur le problème de la demande. Je crois qu'il ne faut pas qu'on... On y reviendra tout à l'heure aussi. Oui, mais il ne faut pas qu'on ait de confusion. On n'est pas dans une relance de la demande par la voie budgétaire, comme on l'entend en France. Il y a 3 éléments qui ont concouru à la relance de la demande aux États-Unis. Le premier, c'est effectivement, comme le dit Clara Guémard tout à l'heure, la forte baisse du prix de l'essence qui a contribué à relancer l'automobile. Le deuxième, c'est la baisse du prix du logement, qui a été très forte et qui a été suite à la crise du subprime. Et aux États-Unis, c'est un élément tout à fait important dans le comportement des ménages. Puis il y a un troisième élément qu'on oublie régulièrement, c'est qu'aux États-Unis, les consommateurs sont sensibles à la bourse. Et la hausse de Wall Street est un élément tout à fait déterminant dans le comportement de consommation des ménages, parce que le crédit est en partie lié au comportement boursier. Et quand on essaye de comprendre ce que fait la Fed, ce qu'a fait la Fed depuis des années, c'est de relancer la bourse. C'est ça son sujet principal, contrairement à ce que fait ici la BCE, qui n'a pas d'impact, qui ne cherche pas à relancer la bourse. Donc il y a un soutien à la bourse qui fait qu'il y a une dynamique interne de relance de la consommation et qui n'est pas du tout passée ni par la voie budgétaire ni par la voie fiscale. Merci de cette précision. Nous allons maintenant arrêter ce débat. Non, on l'entendra tout à l'heure. Excusez-moi, je tiens le temps dont vous avez parlé, dont vous avez souligné à quel point il était important. Et je crois que vous pouvez déjà remercier nos industriels qui vont devoir maintenant voguer vers d'autres horizons.